Monsieur, bienvenue. Il est 20h15. Voici vos infos du soir. Le plaidoyer en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, elle a été au cœur de la conférence ministérielle organisée à distance aujourd'hui par le Royaume et les États-Unis. Nous rendrons hommage à Leïla Alaoui à l'occasion des 5 ans de l'attentat de Ouagadougou au cours duquel elle a perdu la vie. Sa maman Christine Alaoui sera en direct avec nous. Nous évoquerons la problématique du réchauffement climatique en compagnie de l'expert international Jean Jouzel au moment où des températures estivales ont été relevées cette semaine dans la capitale grecque. Et je sais que vous l'attendez tous le vendredi. Rita Saha sera bien là avec sa chronique geek et ses infos à la pointe de la modernité. 40 pays ont donc pris part à la conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine organisée par le Royaume et les États-Unis. À cette occasion, ils ont plaidé en faveur d'une solution au conflit du Sahara basée uniquement sur cette proposition. Les développements avec Rizlan Taibi sur un reportage de Jad Aberdan et Hicham Souni. L'initiative marocaine d'autonomie est la seule base pour une solution juste et durable au conflit du Sahara. C'est ainsi que se sont exprimés la majorité des 40 pays participant à cette conférence ministérielle, une réunion tenue virtuellement à l'initiative de Rabat et de Washington. La communauté internationale doit examiner sérieusement le plan marocain d'autonomie comme unique solution crédible et réaliste, base de négociation qui a pu émerger ces 30 dernières années. Seules des négociations crédibles peuvent résoudre ce différend. Les participants ont qualifié la proposition marocaine de sérieuse, crédible et réaliste et exhorté les parties à engager des discussions en coordination avec l'ONU dans les plus brefs délais. Vous connaissez tous la conjoncture de la tenue de cette conférence. Ces derniers mois, la cause nationale a connu des développements importants grâce à la vision de Sa Majesté. Grâce aux initiatives du souverain, le Maroc est passé de la phase de la gestion à celle du changement dans ce dossier. La conférence a mis en évidence la décision de 20 États d'ouvrir des consulats généraux à Dakhla et à Laayoune et souligné que la reconnaissance de Washington de la marocanité du Sahara renforcera le consensus international en faveur du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies. On se rend aux États-Unis où le nouveau président prend les choses en main dans ses bagages. Il amène avec lui à la Maison-Blanche un plan de relance de 1900 milliards de dollars pour remettre sur pied un pays affaibli par une année de crise économique, sociale et sanitaire. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Jazi Al-Hammari. À moins d'une semaine de son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden dévoile son plan de relance, un plan d'urgence de soutien à l'économie du pays affaibli par la pandémie qui prévoit 1900 milliards de dollars, une somme que doit débloquer le Congrès pour pouvoir remédier à l'une des pires crises depuis les années 1930. Sortie des décombres de cet hôpital, cette Indonésienne voit enfin la lumière du jour. Ensevelie pendant plusieurs heures, elle a survécu au tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé l'île de Sulawesi. Survenu cette nuit, le séisme a fait pour l'heure près de 40 morts, de quoi réveiller les mauvais souvenirs de 2018. Plaza de Cibeles à Madrid, c'est ici que cette flamme du monument aux victimes du coronavirus a été ravivée. Inaugurée le 15 mai dernier, cette vasque a été conçue par l'architecte Carlos Robio Carvajal et a pour devise « Votre flamme ne s'éteindra jamais dans notre cœur », une manière de rendre hommage aux près de 2 millions de personnes décédées du Covid-19 à travers le monde. À Wuhan, c'est dans cet hôtel chinois que les experts de l'OMS ont débuté leur quarantaine. Une équipe internationale de 13 scientifiques est ainsi chargée de remonter les origines du Covid-19. Le travail devrait immédiatement démarrer après l'isolement. Des recherches qui interviennent alors que le monde fait face au nouveau variant du coronavirus, une souche qui fait craindre une nouvelle vague planétaire. L'actualité internationale et nationale marquée par cette commémoration, les 5 ans de l'attentat contre l'hôtel Splendide dans la capitale burkinabé le 15 janvier 2016, 30 innocents tombés sous les balles des assaillants, parmi eux des pompiers, traducteurs, bénévoles, une famille canadienne et la photographe marocaine Leïla Alaoui. Souvenons-nous avec Mamadou Diaye. Elle faisait partie de celles et ceux qui ont fait de leur passion leur métier. Leïla Alaoui, plus qu'un nom, une mémoire vivante aujourd'hui encore malgré les années qui passent.
En 2016, à Ouagadougou, le destin de la journaliste photographe a connu un tournant tragique lors de l'attentat terroriste perpétré dans la capitale burkinabé. L'hôtel où elle séjournait avait été pris pour cible par des assaillants. Une attaque qui avait fait 30 morts, dont de nombreux étrangers. Leïla Alaoui succomba à ses blessures 3 jours plus tard. La militante humaniste est tombée sur le champ d'honneur. Son engagement l'avait menée à s'intéresser aux droits des femmes au Burkina Faso. Depuis sa disparition, les hommages n'ont cessé de se multiplier sous différentes formes. Passionnée de culture et de diversité, Leïla Alaoui s'était fait un nom à travers son chef-d'œuvre intitulé Les Marocains. À titre posthume, l'insigne de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres français lui avait été décerné le 14 avril 2017. Sa mémoire continue de résonner à travers la fondation qui porte son nom. Créée en avril 2016, l'organisation a pour principal objectif de perpétuer l'œuvre de la photographe-reporter avec comme principal socle l'humain. Nous retrouvons en direct de Marrakech la maman de Leïla Alaoui, Christine Alaoui. Bonsoir, merci infiniment d'être parmi nous en cette journée commémorative. À travers Leïla Alaoui, votre fille, c'est à toutes les victimes de cette attaque terroriste que nous rendons hommage ce soir. Première question, quel message est-ce que vous voulez faire passer 5 ans après la tragédie? Bonsoir, un message de tolérance. Quand Leïla nous a quittés, quelqu'un a dit, c'était Jacques Lang d'ailleurs, qui a dit « Leïla était une messagère de la paix ». Donc avant tout, c'est la tolérance. C'était son maître mot. Leïla Alaoui continue à vivre à travers la fondation qui porte son nom et que vous présidez. Est-ce aussi une manière de perpétuer l'engagement humaniste qui était le sien? Tout à fait, tout à fait. C'est une façon de continuer à ces engagements pour lesquels elle s'est battue pendant sa courte vie. Leïla a toujours défendu la cause des laissés pour compte, des gens comme les réfugiés syriens, les enfants malades, les gens des campagnes, tous ces gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et auxquels on ne prête pas beaucoup attention. Donc ça, c'est une façon de continuer à porter ce message, à se battre comme elle s'est battue pendant sa courte vie. Et donc voilà, nous avons des demandes d'exposition à travers le monde. Maintenant, c'est devenu vraiment une icône mondiale. Alors justement, dans cette optique, vous allez aussi présenter en début de semaine prochaine une exposition à l'Institut français de Marrakech. Parlez-nous un peu de ces clichés sur lesquels elle travaillait juste avant l'attentat de Ouaga. Oui, ça c'est une histoire assez incroyable. C'est que Leïla, pendant des années, m'a poussée à montrer mon travail. Je suis photographe, mais je n'ai jamais exposé. Et Leïla est partie à Ouaga donc un lundi. Et le mardi soir, j'ai reçu un mail de Leïla me disant « Maman, ça y est, j'ai fait une sélection de tes photos. Et voilà, et tu vas commencer à montrer tes photos. Et le thème sera le Maroc et les États-Unis dans les années 70. Voilà, c'est un thème qui te tenait à cœur. Et donc, c'est elle qui a fait le choix de cette exposition et que j'ai montré donc à Photomed, à Beyrouth et à Sanary-sur-Mer. C'est un festival de photographie où Leïla avait montré pour la première fois les Marocains. Et donc, les organisateurs m'ont demandé en hommage à Leïla de montrer cette exposition que j'ai montrée donc à Beyrouth aussi. Et voilà. Et donc, on reprend cette exposition avec l'Institut français de Marrakech, en partenariat avec l'Institut français et l'hôtel El Sadi. Donc nous allons la montrer à partir de la semaine prochaine et pendant plusieurs mois. Accessible au public dès mardi prochain et bien sûr nous nous en ferons le relais sur notre antenne. Merci infiniment Christine Alaoui d'avoir répondu à notre invitation. Toutes nos pensées sont avec vous et votre époux ce soir.
Sans transition, éducation avec cette annonce faite par le chef du gouvernement Saad El Othmani qui présidait cet après-midi la 3e commission nationale de suivi et de l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Il a promis une série de réformes pour cette année. Le récit de Samal Bkhali sur un reportage d'Abdelhamid Mourabet et Zindine Mouloudi à Rabat. Dans un contexte éducatif encore dominé par la crise pandémique, la Commission nationale du suivi et de l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation et de la formation a tenu sa 3e réunion aujourd'hui. Préparation des textes de loi, désignation des comités de gouvernance et estimation des délais de réalisation ont été à l'ordre du jour. Plusieurs projets sont en cours d'avancement, d'autres seront initiés aujourd'hui, notamment les lois, les décrets et les structures qui ont été énoncés dans la loi cadre relative à la réforme du système d'éducation. Plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi cadre 51-17, les participants à cette réunion ont insisté sur l'importance d'accélérer les réformes permettant le renforcement des organismes de soutien social, le développement du réseau universitaire et de la recherche scientifique. Nous allons présenter un tableau de bord et un portfolio de projets qui permettront une meilleure application de la loi cadre à travers une liaison continue entre le ministère, les académies et les universités. C'est également l'occasion de faire le point sur le processus législatif. Nous présenterons 9 décrets et décisions ministérielles. Pour rappel, les travaux de cette commission ont débuté à la mi-2019. La loi cadre 51-17 énonce une véritable stratégie de réforme dont les mesures s'étalent jusqu'en 2030. Je vous propose à présent de jeter un œil sur la situation épidémiologique dans le Royaume. Au cours de ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a recensé 1291 nouveaux cas de Covid-19 et dans le même temps, quelques 1409 personnes se sont débarrassées de ce virus et malheureusement 34 patients ont succombé à la maladie. Et face aux cas les plus légers de Covid-19, la vitamine C, comme coronavirus, peut s'avérer efficace. En tout cas, l'acide ascorbique, c'est son nom scientifique, est souvent prescrit en première intention, sans être pour autant un remède miracle. Voyez ce reportage à Marrakech d'Isa Sharqi, Mohamed Chahima. Jus d'orange, clémentine ou autres compléments alimentaires, tous les moyens sont bons pour bénéficier d'un apport nécessaire en vitamine C, notamment en cette période de pandémie. Et pour certaines personnes atteintes de coronavirus, cette vitamine a été un allié de taille. C'est l'exemple de Abdelaziz qui, depuis sa rémission, en consomme quotidiennement. Je fais partie des personnes qui ont eu le coronavirus. Mais grâce à Dieu et grâce à une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et de la vitamine C, j'ai pu vaincre cette maladie. Agissant sur le système immunitaire, la vitamine C aide le corps à se défendre, mais n'est en aucun cas le remède miracle contre le virus. En cas de contamination, il est primordial de consulter un médecin. La vitamine C s'avère très intéressante à utiliser chez le sujet jeune en bonne santé. Ceci n'implique en aucune façon que les gens qui présentent des symptômes se contentent d'en prendre tout seul à la maison. Ils doivent obligatoirement aller consulter un médecin. La vitamine C ne nous prévient malheureusement pas de l'infection Covid, mais grâce et associée à d'innombrables molécules, à savoir les antibiotiques et les antipyrétiques, nous permet de juguler cette infection et moduler cette réponse inflammatoire. Vous l'aurez compris, en cas de contamination, la vitamine C doit être associée à une médication appropriée, notamment chez les sujets dits vulnérables. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, vous découvrirez l'esprit d'entreprise d'Ismaël Belkhayat. Il a fondé une application de véhicules de transport avec chauffeur. Et malgré la pandémie, ça roule plutôt bien pour lui. Elle roule sa bosse sur toutes les infos qui concernent les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Rita Saha, la geek de la rédaction, sera avec nous dans un instant. Et nous terminerons cette édition dans la bonne humeur et l'humour en compagnie de Bouder, le comédien franco-marocain, nous parlera de son livre et de ses projets. Mais avant cela, cette carte postale estivale en plein mois de janvier qui vient nous rappeler la réalité du réchauffement climatique avec une année 2020 qui a été la plus chaude jamais enregistrée. Cette semaine, en Grèce, il a fait plus de 28 degrés, ça fait rêver, pendant que le reste de la planète grelottait. Ainsi, dans la capitale, on a remis les maillots pour aller se baigner. Avant d'en parler avec le climatologue Jean Jouzel, voyez ce sujet d'Oussama Al-Bkhali.
Pendant qu'une grande partie du monde se plaint d'un hiver particulièrement glacial, la semaine passée en Grèce a été particulièrement chaude. Dans ce pays confiné depuis novembre, durement touché par la pandémie ces derniers mois, ce fut l'occasion de relâcher un peu la pression. Atteignant jusqu'à plus de 28 degrés Celsius, l'une des températures de janvier les plus élevées en 50 ans, cette vague de chaleur a incité de nombreuses personnes à changer cette ère de pandémie dans ce climat quasi estival. Νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλο επίπεδο, δηλαδή για μας δεν χειμωνιάζει. Εδώ στην Ελλάδα για μας δεν χειμωνιάζει. Des saisons qui s'entremêlent, des thermomètres qui s'affolent. En Grèce aussi, on s'étonne de voir les températures grimper et les figuiers porter fruit. La semaine prochaine, le temps devrait se rafraîchir et retourner aux moyennes de saison. Et nous retrouvons depuis Paris l'un des grands spécialistes mondiaux du climat, Jean Jouzel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez également été vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, lauréat en 2007, faut-il le rappeler, du prix Nobel de la paix. Alors l'année 2020 a été la plus chaude depuis que l'on relève les données météo. Comment faites-vous, vous en tant que spécialiste, pour rester optimiste sur la capacité de l'humanité à inverser cette tendance? Je ne suis pas exagérément optimiste. Je dois dire que c'est très difficile d'inverser la tendance. On ne peut pas inverser la tendance en termes de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est désormais inéluctable. Ce que l'on peut faire de mieux, c'est effectivement limiter l'ampleur. Mais là, il faut le faire vite. Il y a vraiment urgence. Si on veut avoir des chances de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait diminuer de 40% nos émissions entre 2020 et 2030, ou d'ici 2030. Et donc, atteindre neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est vraiment, ce sont des objectifs, il faut s'y mettre tout de suite et non pas à la marge. Il faut bien voir que les accords de Paris ne nous font faire qu'un tiers du chemin en termes de réduction des gaz à effet de serre par rapport à ce qu'il faudrait faire pour avoir des chances de rester sur des trajectoires de degrés. Nous partons actuellement vers des réchauffements qui pourraient dépasser 3 degrés dans la deuxième partie du siècle. Donc effectivement, disons que je ne suis pas exagérément pessimiste, il y a toujours des choses à faire, mais c'est vraiment tout de suite et non pas à la marge, mais de façon très volontariste qu'il faut agir dans tous les pays de la planète et sur tous les continents, c'est très clair. D'un mot, Jean Jouzel, on assiste ces derniers jours à une chute des températures inédite dans de nombreux pays industrialisés, notamment en Espagne. Comment l'expliquez-vous alors que l'on répète en permanence que la température du globe ne cesse de grimper? Oui, d'ailleurs les hivers sont généralement de plus en plus doux également, c'est vrai en moyenne, ce n'est pas vrai tout le temps. Il y a des mois, un mois de janvier qui est effectivement avec certaines vagues de froid. Alors la vague de froid est exceptionnelle en Espagne, mais vous avez aussi parlé, non pas d'une vague de chaleur, mais de conditions extrêmement agréables en Grèce. Donc c'est la température moyenne de la planète qui nous intéresse. Et elle, c'est vraiment le juge de paix. Et cette température moyenne, eh bien, elle a augmenté. 2020 était, avec 2019 et 2016, ont été les 3 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Donc c'est là le... Alors évidemment, disons, c'est un peu différent. Les vagues de froid en Europe du Nord peuvent être liées aussi au réchauffement climatique, puisque la diminution de la glace de mer peut agir sur la force du jet stream. Et si ce jet stream est, disons, moins puissant, eh bien, ça peut créer des poches de froid. Et c'est ce qu'on voit quelquefois. Il y a des descentes d'air froid très importantes. Donc, mais il n'y a rien d'exceptionnel, sauf peut-être en Espagne. Et du point de vue du réchauffement climatique, ce qui compte, eh bien, c'est le chiffre qu'on obtient à la fin de l'année et à l'échelle planétaire. Non pas en un endroit donné, mais c'est vraiment cela. Et là, eh bien, le réchauffement est bien là et il nous inquiète effectivement parce qu'il est lié aux activités humaines de façon très claire et de façon vraiment aussi irrémédiable. Ce réchauffement va se poursuivre. Merci beaucoup. Merci Jean Jouzel. Je rappelle que vous avez été vice-président du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix à ce titre.
Les changements climatiques qui ont également un impact économique puisqu'ils pourraient coûter jusqu'à 4,5% du PIB aux pays émergents d'après une récente étude d'un cabinet d'audit international. À propos de croissance, le chiffre de la semaine reflète les conséquences de la pandémie de coronavirus. Lui, sur le produit intérieur brut marocain, il aura chuté de 6,3% en 2020 d'après Javier Diaz-Cassou, l'économiste principal de la Banque mondiale au Maroc. Un contexte de crise que certains jeunes entrepreneurs parviennent à convertir en opportunités. C'est le cas d'Ismaël Belkhayat. En 2013, il a lancé un service de véhicules de transport avec chauffeur pour les particuliers. Et désormais, il emploie une centaine de salariés et génère, tenez-vous bien, 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Mamadou Diaye et Mohamed Magari l'ont rencontré pour nous. Je m'appelle Ismaël Belkhayat et je suis le cofondateur d'une plateforme de commande de chauffeurs à destination principalement des entreprises et des touristes qui souhaitent se déplacer au Maroc en utilisant un service de transport touristique. Il suffit de télécharger une application mobile qui est disponible sur iOS et Android et de se géolocaliser afin que le chauffeur le plus proche puisse venir vous transporter depuis l'endroit où vous êtes. Je trouve que c'est un service hyper intéressant. Moi déjà à titre personnel, ça me permet de faire des trajets, d'être toujours bien servi, bien accueilli dans des voitures très propres et de très bon standing. La situation, elle a été compliquée, mais néanmoins, ça nous permet de nous réinventer, de réfléchir à de nouvelles solutions. Et aussi d'aller chercher des clients parce qu'on sait que dans le marché, on va dire local, on a aussi énormément de choses à faire. Ismaël est un véritable entrepreneur, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On sent qu'il aime entreprendre et qu'il prend des initiatives au quotidien. Pour Ismaël, sa famille est sacrée, que ce soit sa petite famille ou sa grande famille. Voici maintenant un bijou de technologie qui pourrait bien changer la vie de tous ceux qui passent de longues journées debout, et bien, à commencer par les infirmières mobilisées pour sauver des vies, notamment dans les services Covid. Présenté au salon virtuel de la technologie et des gadgets, cet exosquelette développé par la start-up japonaise Arkelis, un appareil qui s'attache aux jambes et qui répartit le poids du corps sur les tibias et les cuisses, ce qui rend la position debout moins fatigante. Un appareillage qui devrait coûter autour de 5 000 $, quelques 50 000 dirhams. Si elle avait 50 000 dirhams en poche, elle s'achèterait des tablettes et des smartphones. Je parle bien évidemment de Rita Saha qui nous a rejoint. Bonsoir Rita. Bonsoir Wadi. La semaine dernière, vous nous parliez de la polémique suscitée par la nécessité pour les utilisateurs de WhatsApp de partager leurs données avec Facebook. Oui, tout à fait, Wadia. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, selon l'application, Facebook ne pourra accéder qu'aux conversations avec les entreprises pour leur permettre de communiquer sur leurs produits. Elle a également précisé que cela n'affecterait pas le caractère privé des conversations. Mais WhatsApp ne semble pas avoir convaincu, car selon certains spécialistes, Facebook et Instagram pourraient suivre l'activité en ligne des utilisateurs de WhatsApp, avoir leur numéro de téléphone, leurs données de transaction, leur adresse IP, leur pseudo, le niveau de la batterie de leur téléphone ou encore connaître leur réseau mobile. C'est pour cela que cette semaine, les utilisateurs ont laissé tomber WhatsApp par dizaines de milliers pour son concurrent Signal. Et c'est notamment à cause de cette publication d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, où il a tweeté « Regardez bien, utilisez Signal ». Depuis Signal a le vent en poupe. Entre le 5 et le 12 janvier, l'application a été téléchargée près de 18 millions de fois. Et sur cette même période, le concurrent russe Telegram arrive en deuxième position des téléchargements avec près de 16 millions de nouveaux abonnés. C'est bien connu, Signal redonne le sourire. La lutte contre le Covid est également connectée. Tout à fait. Alors nous sommes toujours confrontés
au virus. Jusqu'à quand? On ne le sait pas. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas prêts de tomber les masques pour montrer nos jolis sourires. Et pour être à la page et rester connecté, l'entreprise américaine Razer est en train de mettre au point un masque intelligent que vous voyez derrière moi, doté de lumière LED, d'un purificateur d'air. Cet objet répond aux normes internationales. Il est certifié N95. Pour attirer les gamers, il comportera également un micro et un amplificateur audio. Et le masque n'est pas encore sorti, qu'il a déjà de la concurrence. Le Britannique Binatton prévoit également de commercialiser cet autre masque que vous voyez. Il est également certifié N95, il est lavable, il sera doté d'oreillettes Bluetooth et permettra à ses utilisateurs d'écouter de la musique ou d'utiliser d'autres services audio. Par exemple, si vous voulez aller faire votre footing, ouais, ça vous servira, je pense. Sans doute, mais ce n'est pas très pratique pour le laver à la main. Vous avez trouvé de nouveaux amis? Oui, tout à fait. Alors, robots compagnons ou robots thérapeutiques, ces compagnons connectés ont permis à de nombreuses personnes, seules, souvent âgées, de ne pas sortir, de ne pas ressentir la solitude pendant le confinement. Car oui, ils proposent de nombreux services, des cours de gym, de danse, des jeux ou encore de connecter les personnes en question avec leur famille. Alors, ces objets étaient les véritables stars lors du dernier salon Consumer Electronics Show, consacré aux nouvelles technologies. Je vous laisse regarder ces images. Bridget, your cooking class is scheduled for 6:30 p.m. Today is Sophie's birthday. Do you want to send her a message? Yes, of course. And I can tell you, we had fun with the other classmates. I'm never bored anymore with all the activities available with Cutie. Voilà une information qui vient tout juste de tomber dans mon oreillette. WhatsApp a décidé de faire marche arrière. On ne sait pas si c'est à cause de votre chronique, mais en tout cas, ça a porté ses fruits d'en parler. Pour finir, quelques vidéos de l'une des stars des réseaux sociaux. Et oui, Wadia, notre Bouder national et international qui brille au Maroc comme à l'étranger. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il est très présent sur les réseaux sociaux. Il cartonne notamment sur TikTok ou Instagram où il compte plus de 730 000 abonnés. Entre stories et vidéos sur son mur, il régale ses fans. Je vous ai fait un montage de quelques-unes de ses publications les plus folles postées cette semaine. On regarde. Et je crois que vous avez quelqu'un à appeler. Oui, tout à fait. On va appeler Bouder tout de suite, en direct de Paris, il me semble. Bonsoir Bouder, marhaba bik maana, bienvenue dans Info Soir Weekend. Bonsoir, je vous entends pas super bien, mais enchanté. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va Rita, ça va Wadir? Ça fait longtemps très que bien je Bouder, bienvenue. Franchement, ça fait très longtemps. Alors, excusez-moi Bouder, je suis en train de recevoir un appel sur Signal et un autre sur WhatsApp. Je vais faire comme vous, Wahid et Paul Seri dans La Grande Évasion. Je vais m'évader du plateau et je vous laisse avec Wadir pour l'interview. Ah merci, c'est gentil. La Grande Évasion, effectivement, c'est la pièce que vous avez jouée notamment au Marrakech du Rire. Bonsoir Bouder, vous êtes né en 1978 à Bouarfa dans l'Oriental. Vous vivez en France depuis votre plus tendre enfance et vous avez 42 ans, même si vous ne les faites pas. Vous avez sorti récemment une autobiographie intitulée Un Bouder. C'est par crainte de partir sans rien laisser? Non, c'était vraiment expliquer, raconter ma vie, au lieu, parce que j'en avais marre que les réseaux sociaux les racontent à ma place. Et donc voilà, je voulais aussi raconter d'où je viens. Et quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Vous l'avez écrit pendant le confinement, c'est ça? Oui, je l'ai écrit pendant le confinement parce que bon, on n'avait rien à faire. On était au chômage. Donc je me suis dit, faut que j'écrive quelque chose, faut que je parle, faut que je raconte ma vie et que je raconte mon parcours, semé d'embûches, avec plein d'obstacles, mais que j'ai réussi à passer. Donc voilà, c'est un livre très positif, c'est un livre où je raconte qu'il ne faut pas se laisser aller dans l'échec, il faut, malgré les obstacles, malgré tout ce que la vie peut nous faire subir, la vie est belle quand même. Bouder, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, lorsqu'on fait une recherche, c'est véridique, hein, lorsqu'on fait une recherche sur Google, pour rester dans l'univers connecté de Rita, et qu'on fait une recherche sur Aziz Bouderbala, il y a vos photos qui apparaissent? Parce que c'est moi le vrai Aziz Bouderbala. Là, le vrai Aziz Bouderbala, vous faites Aziz Bouderbala Google, photo, et on voit votre photo. Vous m'expliquez pourquoi? Parce que moi quand j'étais jeune, quand j'avais 7-8 ans, j'étais un fan incontesté de Aziz Bouderbala, qui était pour nous ici, nous Marocains de France,
qui était la fierté de tous les Marocains. Il était le capitaine de l'équipe nationale marocaine, qui a été hyper loin en 86. Et moi, je m'identifiais à Bouderbala. Et j'avais un maillot, et pour floquer mon maillot, j'avais pas d'argent pour acheter le flocage, donc j'ai voulu écrire Bouderbala dans mon dos, et j'ai pu écrire que Bouder. Et depuis, on me surnomme Bouder dans le quartier. Donc voilà, j'ai un attachement, et c'était mon joueur préféré, et ça reste toujours mon joueur préféré. Bouder, pour conjurer le mauvais sort, vous avez créé un spectacle qui s'appelle Bouder is back, que vous avez joué d'ailleurs après le premier confinement à guichet fermé. Ouais, ouais, c'était super. On était sur une très bonne lancée. Je l'ai aussi joué au Studio des Arts à Casablanca. Et c'était prévu que je revienne. J'ai joué à Marrakech aussi. Et c'était prévu que je revienne jouer même à Oujda et un peu vers chez moi là-bas. Et bon, malheureusement, avec le Covid, ça s'est arrêté. Mais c'est pas grave. Hein, c'est juste reporté, pas annulé. Une dernière question, Bouder. Projet de cinéma également avec un film qui va s'appeler Le Grand Cirque. J'imagine que c'est vous qui jouez le clown. Ouais, exactement. Je joue un clown qui vient faire rire des enfants malades. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire d'un mec qui décide d'être clown dans les hôpitaux et il s'aperçoit que la vie est belle quoi qu'il arrive, et il essaie de donner de la joie et du baume au cœur à ces enfants qui sont malades dans les hôpitaux. Merci beaucoup Bouder d'avoir été avec nous depuis Paris, et bonne continuation. À très bientôt. Merci à vous. Allez, pour finir, je vous propose de découvrir un site aussi inédit qu'insolite. Direction le petit village omanais de Wadi El Mour. Il y a une trentaine d'années, ses habitations en pierre ont commencé à être englouties par les dunes de sable. Depuis, toute sa population a déserté, laissant la place à des touristes attirés par cette curiosité. Suivez le guide, Samia Harissi. Comme Salem Al-Amri, des millions de générations d'Omanais ont vécu et prié sur la terre du village de Wadi El Mour. Cette bourgade, encore habitée il y a 30 ans, a été désertée par ses habitants. Quelques pans de murs et des arbres desséchés témoignent encore de leur passage. Aujourd'hui, plus aucune âme ne vit dans ce village englouti par l'inexorable avancée du désert. Un phénomène naturel qui attire encore d'anciens habitants nostalgiques. إن منطقة سكنوها الأهالي اللي قبل واندثرت وتحولوا عنها إلى ولاية قعلان بني أبو علي اللي هي ولاية منطقة المر التابعة لولاية قعلان بني أبو علي وهذه حال المدينة. Ce mouvement de dunes instables est dû au changement climatique, mais ce village, qui résiste encore aux assauts de l'ensevelissement, pourrait intéresser les amateurs de trekking et pourquoi pas figurer dans les circuits touristiques d'Oman. يعتبر مكان سياحي وخاصة في أيام الأمطار وجريان الأودية مما يتوافد عليها كثير من الناس ليقوموا ببعض الرحلات الاستجمام أو الكشتات كما تسمى. Le sultanat d'Oman, qui dépend à 70% des revenus du pétrole, tente de diversifier son économie à travers le développement du tourisme et a attiré 3 millions de touristes en 2019, un flux qui s'est réduit en 2020 avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus. Il me reste à vous rappeler les principales informations de ce vendredi 15 janvier. L'appui fort à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara. La conférence ministérielle initiée par le Royaume et les États-Unis a plaidé pour qu'elle constitue la seule base à une solution dans ce dossier. Nous avons commémoré les 5 ans des attentats de Ouagadougou en rendant hommage à l'une de ses 30 victimes, la photographe Leïla Alaoui. Une exposition de ces clichés est prévue dès mardi prochain à Marrakech. Et vous avez suivi l'appel lancé par le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix, pour lutter contre le réchauffement de la planète alors que nous venons de vivre l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dans un instant, que du sport, suivi d'Al Masaïa qui sera présenté par Hussein Ouzik. Juste après, Rachid Lalali fait son show. Demain, l'invité d'Infosoir Weekend sera la chanteuse Oum. Rendez-vous est donc pris ce samedi, même heure, même endroit.